Il existe une mitrailleuse conçue en 1918 pour être utilisée à l'intérieur d'un char et qui finit pourtant par être adoptée par plus de 70 pays en 10 calibres différents pendant une bonne partie d'un siècle. On parle bien sûr de la Browning M1919. Et honnêtement, son histoire est un peu chaotique, mais franchement fascinante, comme vous allez le voir. Remontons donc tout au début, au modèle qui précéda la 1919, pour ensuite avancer vers le déploiement le plus dingue de cette mitrailleuse. En 1917, quelques semaines seulement après l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, John Moses Browning se présenta avec un prototype de mitrailleuse refroidie à eau et le testa contre tous les concurrents que l'armée pouvait lui opposer. Les résultats ne furent même pas comparables, parce que Browning les dévora tous. Son arme tira 39 500 coups lors des essais avant qu'une pièce quelconque ne se brise, tandis qu'un autre exemplaire tira plus de 21 000 coups en une seule rafale continue durant 48 minutes et 12 secondes sans un seul incident. Rien d'autre dans cette compétition ne pouvait même s'en approcher. On parle de ce que l'armée adopta immédiatement sous la désignation de mitrailleuse Browning modèle 1917, ou simplement la 1917, comme vous l'entendrez tout au long de cette vidéo. La 1917 pesait environ 21 kg pour le seul corps de l'arme, ce qui était en réalité remarquable pour l'époque. Mais une fois ajouté le trépied, la jaquette de refroidissement remplie d'eau, le condenseur, les tuyaux et les munitions, le système complet dépassait les 45 kg et nécessitait un équipage de 4 hommes pour se déplacer. C'était une arme défensive au sens le plus strict du terme. Comme la plupart des mitrailleuses de cette ère, elle fit ses preuves au combat en France, où certains généraux la classèrent parmi les meilleures mitrailleuses de toute la guerre. Mais dès la fin de la Première Guerre mondiale, on pouvait voir que les armes refroidies à eau étaient en perte de vitesse. Les tactiques évoluaient. Personne ne voulait une nouvelle guerre de tranchées et toutes les armées développaient des approches plus mobiles. Et voilà ce qui allait réellement donner naissance à la 1919. En 1918, le département de l'armement s'adressa à Browning avec une demande très précise. Construire une mitrailleuse capable de fonctionner à l'intérieur d'un char, où cette volumineuse jaquette de refroidissement ne pouvait tout simplement pas trouver sa place. Browning retira donc la jaquette et la remplaça par un canon plus lourd conçu pour absorber et dissiper la chaleur par lui-même, entouré d'une jaquette en acier perforé pour faciliter la circulation d'air. Et si le réservoir d'eau, le condenseur et les tuyaux disparurent, Browning ne put pas se débarrasser du mécanisme de tir à culasse fermé hérité de la 1917. Et cela allait s'avérer être un problème de taille. Dans une conception à culasse fermée, une cartouche vive se trouve dans la chambre quand l'arme ne tire pas. Sur une arme refroidie à eau, ce n'est pas un problème car l'eau maintient le canon au frais. Mais sur une arme refroidie par air, après un tir soutenu, vous vous retrouvez avec une cartouche posée dans une chambre surchauffée. Et il s'avère qu'elle peut s'enflammer spontanément. C'est ce qu'on appela le départ intempestif, qui allait devenir le risque caractéristique de la 1919 pendant toute sa vie opérationnelle. Les servants étaient entraînés à manœuvrer la poignée d'armement la paume tournée vers le haut, de sorte que si un départ intempestif se produisait soudainement, la poignée revenant en arrière à grande vitesse ne leur disloque pas le pouce, un peu comme le fameux doigt garant, en bien pire. Sans compter qu'on pouvait blesser quelqu'un de façon non intentionnelle à cause de la mitrailleuse tirant d'elle-même. Les servants étaient également entraînés à attraper immédiatement la bande de munitions et à l'arracher si l'arme se mettait à tirer seule. Verser de l'eau sur le canon était une pratique courante pour prévenir cela. Les premiers modèles, 1919 A4, disposaient d'ailleurs d'une barre crantée rotative sur le côté droit de la boîte de culasse, spécialement conçue pour maintenir la culasse ouverte quand l'arme ne tirait pas et prévenir les départs intempestifs dans un canon chaud. Les Britanniques avaient le même problème avec leur variante Browning en calibre 303 utilisée sur les aéronefs. Et ils étaient même encore plus mal lotis car la poudre à base de cordite britannique était bien plus sujette au départ intempestif que la poudre américaine. Ils redessinèrent donc leur variante Browning pour tirer à culasse ouverte, ce qui résolut le problème, tandis que les Américains, quant à eux, n'abordèrent et ne résolurent jamais réellement ce problème sur leur 1919. Pour revenir à notre histoire, Browning acheva sa conversion refroidie par air et elle entra en service sous la désignation mitrailleuse de char en calibre 30. Ce qui suivit fut des années de perfectionnement à travers une série de variantes. Les tentatives de l'utiliser comme arme d'infanterie montrèrent rapidement qu'elle était trop lourde pour être l'arme automatique d'une escouade, mais trop légère pour soutenir un feu continu sans surchauffer, à la façon d'une vraie mitrailleuse lourde. La 1919 A3 apparut en 1930 et un comme version infanterie améliorée. Mais la véritable percée fut la 1919 A4, adoptée comme mitrailleuse légère standard de l'armée américaine.
Et la A4 serait la version définitive, appelée à voir tous les théâtres d'opération du nouveau conflit mondial. Avant d'entrer dans le vif du combat, passons brièvement en revue ses caractéristiques pour que tout ait du sens quand on parlera des combats. Le corps de l'arme seul pesait environ 14 kg, le trépied ajoutait environ 6-5 kg supplémentaires, portant le système de base à environ 20 kg avant les munitions, les pièces de rechange ou les outils. Elle tirait la cartouche 30 à 06 Springfield depuis des bandes en tissu de 250 cartouches, avant de passer aux bandes articulées métalliques à maillons détachables MUN. La cadence cyclique était de 400 à 600 coups par minute, ce qui lui donnait un son distinctement plus lent et plus rythmé que son homologue allemand. La philosophie de conception de Browning, tout au long de ce processus, était simple. Des pièces larges et robustes qui fonctionnent. La conception était suffisamment simple pour que des entreprises sans aucune expérience en armurerie puissent la fabriquer. La division Saginaw Steering Gear de General Motors devint le plus grand fabricant de M1919 de l'histoire, produisant environ 500 000 exemplaires pendant la guerre. La 1919 A4 vit ses premiers combats sérieux, fin 1942, dans 2 théâtres presque simultanément. Dans le Pacifique, elle débarqua avec les Marines à Guadalcanal. En Europe, sa première grande action fut l'opération Torche, les débarquements alliés en Afrique du Nord française. Elle était montée sur Half-Tracks et Jeep et portée par l'infanterie aux côtés de l'ancienne 1917 refroidie à eau. L'arme entra donc en combat aux côtés de son aîné sans le remplacer. Les soldats appréciaient sa fiabilité, même si la conception laissait à désirer sur bien des aspects. Observons maintenant à quel point les armées américaines et allemandes pensaient différemment les mitrailleuses, car leurs approches étaient diamétralement opposées. L'escouade d'infanterie allemande de 10 hommes était entièrement organisée autour de la mitrailleuse comme arme principale. Une équipe de 3 hommes chargés de la MG formait le noyau offensif de l'escouade, armée d'une MG-34 ou d'une MG-42. Les soldats d'infanterie restants, pour la plupart armés de fusils à verrou, étaient là pour soutenir, protéger et approvisionner cette mitrailleuse en munitions. Tout tournait donc autour d'elle. L'escouade d'infanterie américaine adoptait l'approche inverse. Une escouade de 12 hommes avait généralement 11 hommes armés du fusil semi-automatique Mungarand et un homme portant le fusil automatique Browning, le BAR. La doctrine américaine était davantage axée sur le fantassin individuel équipé d'un fusil semi-automatique au lieu d'un fusil à verrou, ce qui signifiait que chaque soldat américain disposait d'une puissance de feu individuelle nettement supérieure à son homologue allemand. Et au lieu de concentrer cette puissance de feu dans une seule arme, la doctrine américaine la répartissait sur toute l'escouade. La 1919 était là pour appuyer les avances, protéger les flancs, poser des feux de barrage défensifs. La logique est compréhensible. Si la MG allemande était neutralisée, les fantassins avec leurs fusils à verrou disposaient de bien moins de puissance de feu, tandis que l'approche américaine répartissait la puissance de feu de façon à ce que la perte d'un seul homme ne paralyse pas toute l'escouade, ce qui compensait le déficit en matière de mitrailleuses. Soyons honnêtes, personne n'avait les mitrailleuses comme les Allemands les avaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient tellement créatifs que même les boîtes à munitions avaient une poignée de transport délibérément décalée d'un côté du couvercle pour pouvoir porter 2 boîtes pleines dans une seule main. Sur la boîte à munitions américaine standard, la poignée était centrée et 2 boîtes ne pouvaient pas facilement être portées dans une seule main en même temps. C'est un détail, mais il vous dit exactement où se situaient les priorités de chaque armée. La 1919 était une arme d'appui au niveau de la compagnie et ne faisait pas partie de l'escouade de fusiliers elle-même. Elle nécessitait un équipage de 5 hommes. On avait un caporal chef d'équipe qui dirigeait les opérations et choisissait les secteurs de tir, un servant qui avait l'honneur de manœuvrer l'arme, un servant adjoint et 2 porteurs de munitions. En déplacement, le servant portait le trépied et une boîte de munitions, tandis que le servant adjoint portait l'arme elle-même. L'idée était que le servant arrive le premier à la position, installe le trépied, puis que l'adjoint amène l'arme pour la monter dessus. Et la récompense pour avoir tout trimballé était de devenir la cible la plus visible du champ de bataille. La 1919 était stationnaire sur son trépied avec un son qu'on ne pouvait pas confondre et produisait davantage de puissance de feu concentrée que toute autre chose dans la compagnie d'infanterie. Chaque ennemi cherchait donc votre position en premier. C'était vrai pour tous les équipages de mitrailleuses, mais il y avait un problème supplémentaire avec la 1919, non résolu jusqu'à la guerre de Corée, qui facilitait encore un peu plus la tâche à l'ennemi pour tuer son équipage. Elle n'avait aucun cache-flamme. Son important flash de bouche bien visible était discernable à des distances bien plus grandes, particulièrement la nuit ou en faible luminosité. Les mitrailleuses allemandes, à titre de comparaison, produisaient bien moins de flammes au tir et étaient considérablement plus difficiles à repérer.
La ME 1919 utilisait à l'origine des bandes en tissu tressé, du même type que la ME 1917. Il fallait une machine à bander pour y charger les cartouches. Et celle-ci se trouvait dans des pochettes en tissu qui ne résistaient pas bien à l'humidité, ce qui entraînait davantage d'incidents d'alimentation et une fiabilité moindre à mesure qu'on restait sur le terrain. Quand les bandes se mouillaient, le tissu gonflait, se resserrait autour des cartouches et provoquait une alimentation erratique. Ensuite, après avoir tiré environ la moitié de la bande, le tissu vide se déversait sur le côté droit de l'arme et pouvait s'accrocher à quelque chose ou faire trébucher le servant lors d'un changement de position. Dans un premier temps, la bande articulée métallique ne fut utilisée que sur les aéronefs. Les unités terrestres continuèrent à utiliser les bandes en tissu pour économiser l'acier, ce qui fit que la transition se produisit lentement. Voici maintenant la contrainte de maintenance la plus redoutable de la 1919. Et honnêtement, ce qui provoquait probablement plus d'anxiété que n'importe quoi d'autre avec cette arme, c'était le réglage du jeu de tête et de la cadence. Il fallait le faire à chaque changement de canon et chaque fois que le type de munition changeait. Le jeu de tête, en termes simples, c'est la distance entre la face de culasse et l'arrière du canon quand une cartouche est entièrement engagée. Il doit être exact. Sur les mitrailleuses Browning, on le réglait en vissant le canon à l'intérieur ou à l'extérieur de l'extension de canon. La cadence concernait le fait de s'assurer que le percuteur tombait au moment exactement opportun quand la culasse était totalement en batterie. Si le jeu de tête était trop serré, l'arme fonctionnait de façon poussive et l'extraction devenait erratique. Si le jeu de tête était trop lâche, dans les pires cas, la boîte de culasse pouvait éclater et blesser l'équipage. Et pour effectuer ces réglages, on avait besoin d'une petite jauge métallique, facile à perdre dans les conditions de combat. Mais encore pire que le jeu de tête était le changement de canon, qui représentait peu être le plus grand désavantage tactique de la 1919. En théorie, après environ 200 coups de tir soutenus, le canon devait être remplacé pour prévenir une surchauffe dangereuse. Mais changer le canon nécessitait pratiquement de démonter l'arme. Il fallait retirer la platine arrière avec la crosse-pistolet et l'amortisseur, retirer le groupe culasse, le ressort moteur et son guide, sortir le canon par l'arrière de la boîte de culasse, insérer le nouveau canon par l'arrière, tout remonter en ordre inverse, puis réajuster le jeu de tête et la cadence à l'aide de cette jauge qu'on priait de ne pas avoir perdue. Cela mettait l'arme complètement hors d'état de tir pendant plusieurs minutes au minimum. Pour comparaison, un équipage expérimenté de MG42 pouvait échanger les canons en aussi peu que 5 secondes et sans aucun outil. Malgré toutes ces limitations, la 1919 combattit dans tous les engagements majeurs des théâtres européens et du Pacifique. Lors de la bataille des Ardennes, par exemple, les servants découvrirent qu'elles pouvaient tirer des bandes de munitions recouvertes de glace par grand froid sans incident. Dans le Pacifique, la 1919 faisait face à un tout autre type de combat. À Peleliu, Iwo Jima et Okinawa, la 1919 A4 était la mitrailleuse légère standard des Marines. Mais dès Peleliu, les Japonais avaient largement abandonné les charges Banzai en masse qu'ils utilisaient en début de guerre. Ils adoptèrent une stratégie de défense en profondeur. Grottes, tunnels, positions fortifiées, précisément parce que les charges masquées contre les positions de mitrailleuses américaines s'étaient révélées, disons, assez peu bénéfiques pour leur santé. C'étaient donc désormais les Marines qui étaient à l'offensive, avançant vers des positions fortifiées et lors de patrouilles offensives dans la jungle. Dans ce contexte, la 1919 était tout simplement trop lourde et trop encombrante. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que les Marines décidèrent de régler le problème eux-mêmes, à leur manière et avec leur créativité bien particulière. Il existait une version aviation de la M1919 avec un canon plus léger et une cadence de tir bien plus élevée, environ 1200 à 1500 coups par minute. En l'air, on n'avait qu'une fraction de seconde pour toucher une cible rapide. L'arme devait donc envoyer le maximum de cartouches possible dans le minimum de temps. Et dans le Pacifique, il ne manquait pas d'épaves d'avion avec des armes encore parfaitement utilisables à bord. Le sergent Milan Melgrevich était profondément frustré par les performances de ses sections de mitrailleuses quand elles devaient travailler aux côtés d'un peloton de fusiliers lors d'assaut. Avec l'accord de son commandant de compagnie, lui et son chef de peloton, le lieutenant Philip Gray, commencèrent à récupérer ces Browning Aviation dans les épaves d'avion pour les reconvertir en armes d'infanterie. Ils ajoutèrent une crosse de Mungaran, un bipied et un guidon arrière de barre, ainsi qu'une détente fabriquée sur mesure. Grevich commença à assembler ses engins à Hawaï avec des pièces récupérées de façon que lui-même décrivait comme va savoir où. Ils y fixèrent des chargeurs boîtes de 100 cartouches avec des bandes articulées et donnèrent à chacun un prénom féminin. Grevich appela le sien Betty Ann. Ils avaient ainsi créé une mitrailleuse de tout juste 1 mètre de long, pesant environ 11 kg, soit 4-5 kg de moins que la 1919 standard, et tirant à 3 fois la cadence de feu.
Ils les appelèrent les Stingers et 6 d'entre eux prirent la mer pour Iwo Jima. Ces modifications vous disent tout sur ce que les soldats en première ligne pensaient qu'il manquait à la 1919. Ils voulaient quelque chose de plus léger et tirant plus vite pour les opérations d'assaut contre des positions fortifiées. Et ils n'allaient pas attendre que le département de l'armement finisse par le comprendre. Alors ils en fabriquèrent quelques-uns eux-mêmes. Tony Stein, armé de son Stinger, toucha la plage parmi les premières vagues du jour J à Iwo Jima. Il posa un feu de couverture intense pendant que le reste de son peloton tentait de se mettre en position et fit 8 allers-retours vers la plage pour se réapprovisionner en munitions, chaque fois sous le feu ennemi et chaque fois en ramenant un blessé avec lui. Il fut tué le 1er mars 1945 en tirant son Stinger sur un bloco japonais, à tout juste 24 ans, et fut décoré à titre posthume de la médaille d'honneur. Aucun des 6 Stingers originaux n'a survécu à ce jour. L'armée avait en fait tenté de réaliser quelque chose de similaire en premier. Elle prit la 1919 A4 et l'équipa d'une crosse en métal embouti, d'un bipied similaire à celui du bar, d'une poignée de transport et d'un canon plus léger. C'était la variante Asis. Et au lieu de vraiment résoudre quoi que ce soit, ce fut un échec à peu près sur tous les plans pratiques. Elle pesait environ 5 kg avec bipied et crosse, soit plus lourd que la 1919 A4 sans son trépied. Pour comparaison, la MG42 pesait environ 11 kg. Elle était trop lourde pour être une vraie mitrailleuse légère et manquait de la stabilité d'une arme montée sur trépied, tandis que le canon plus léger surchauffait plus vite. Les unités aéroportées reçurent la Asis parce que le système était censé être plus léger, du moins en théorie, mais elle se révéla profondément impopulaire. Elle était en revanche une excellente mitrailleuse de char aux côtés de la M2 en calibre 12 7 mm et bien au-delà des Sherman, des half-track, des Jeeps et des embarcations de débarquement. On l'utilisa même sur des chars comme le Me-48 Patton après la Seconde Guerre mondiale. La 1919 entra ensuite dans la guerre de Corée dans les mêmes configurations qu'elle avait utilisées en Europe et dans le Pacifique. Et ce vide dans la puissance de feu devint impossible à ignorer. D'un côté, on avait le BAR, portable mais limité à un chargeur de 20 cartouches sans capacité de tir soutenue. De l'autre, on avait la 1919 sur son trépied qu'on ne pouvait pas vraiment emporter avec l'escouade, et il n'y avait rien entre les deux. Le besoin d'une vraie mitrailleuse polyvalente était désormais indéniable, une chose que les Allemands avaient résolue dès 1934. Il fallut 2 décennies supplémentaires à l'Amérique pour rattraper ce retard. Toutes nos excuses à notre cher public américain. Le corps de l'armement de l'armée américaine commença à travailler sur des armes allemandes capturées immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Ils prirent le mécanisme de fonctionnement à gaz et à culasse rotative, ainsi que le groupe détente du fusil de parachutiste FG-42 et les combinèrent avec le dispositif d'alimentation par le dessus et le concept de changement rapide. De canons de la MG42, le tout associé à la nouvelle cartouche Autan 7, 62 x50 et 1 mm. Ce qui en sortit fut la bien connue mitrailleuse Me-60. Elle était environ 4 kg plus légère que la Me-1919 sans trépied. Elle tirait à culasse ouverte, changeait de canon en quelques secondes et pouvait servir aussi bien sur bipied au niveau de l'escouade que sur trépied pour le tir soutenu, ainsi que sur toutes sortes de plateformes. La Me-60 remplaça finalement le BAR, tous les modèles de la 1919 et la 1917 dans l'ensemble de leurs rôles respectifs, même si cela n'intervint qu'à l'époque de la guerre du Vietnam. Mais la 1919 ne disparut pas entièrement pour autant. Au fur et à mesure que les États-Unis s'impliquaient davantage au Vietnam, la demande en armes légères explosa, notamment pour la nouvelle Me-60. La marine avait des 1919 en surplus, mais elles étaient chambrées en 30 à 0,6 plutôt qu'en 7, 62 autant, le nouveau standard. Elle les convertit donc. On remplaça le canon, la culasse et le couvercle d'alimentation pour la cartouche 7, 62 autant, et on ajouta un cache-flamme de 15 cm, celui-là même dont la 1919 n'avait jamais été dotée pendant la Seconde Guerre mondiale. On les appela Mark 20 et un modèle 0, et elles servirent sur les vedettes de patrouilles fluviales PBR et d'autres bâtiments fluviaux tout au long des années 1960 et jusque dans les années 1970. Et si vous voulez mesurer l'étendue du chemin parcouru par cette arme, elle finit par être adoptée par plus de 70 pays en environ 10 calibres différents. Elle était encore en service actif jusqu'à bien dans les années 1990, ce qui est, il faut l'admettre, franchement honorable pour une arme qui débuta sa vie comme conversion de mitrailleuse de char en 1918.